C'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience et le feedback des personnes qui ont déjà pris le chemin que l'on veut emprunter. Donc aujourd'hui, je reçois Jean Gabès, qui est l'ancien CEO de Shinken Solutions. Shinken, qui était à la base juste une preuve de concept, juste un bout de code à destination d'un logiciel déjà existant. Donc il a fait sous forme de projet, de side project. Side project qui a attiré une communauté. Il en a fait une entreprise et il a vendu cette entreprise pour pouvoir se consacrer à d'autres projets. Il nous partage donc ce qu'il a appris, ce qu'il aurait aimé savoir avant de se lancer et comment il aurait pu mieux faire. C'est parti. Bonjour Jean, Salut, comment ça va? ça va et toi? Si tu peux te présenter rapidement ce que tu fais, ce que tu as fait, et après un peu plus en détail avec ton histoire au fil du temps. Je m'appelle Jean Gavès. Donc, en fait, je vis sur la région de Bordeaux. Donc, là où tout simplement j'ai fait mes études il y a 20 ans maintenant. Donc, sorti de l'école 2005, donc en fait, je m'oriente vers le métier d'administrateur système. Donc, je fais un petit peu de base de données, un peu de système, un petit peu de réseau. Et en fait, j'arrive dans la société Lectra en 2007, 2006-2007. Et là, en fait, mon, mon petit dada, c'était mon sujet de stage à l'époque et que j'avais repris après en tant qu'admin, c'était mettre en place un outil de supervision. Donc à l'époque, la référence, c'était Nagios. Donc je mets en place Nagios. Je vois un petit peu les bons côtés de Nagios et les mauvais côtés de Nagios. Donc c'est vraiment un outil très puissant. On peut vraiment le transformer un petit peu comme on veut. Par contre, à mettre en place, c'est pas facile. Enfin, c'est très long. Il y a beaucoup d'étapes. Voilà. On mange beaucoup de tutos avant d'arriver rien qu'à le faire démarrer. Donc, je monte un petit peu en compétence sur Nagios. Je commence pour m'amuser à écrire des articles dans Linux Mag sur Nagios, la supervision et compagnie. Et au bout d'un ou 2 ans, je me dis, bah tiens, j'ai écrit pas mal, quelques articles, ça me plaît. Bon, bah, je vais essayer de faire plus gros pour m'amuser, puis pour me lancer un défi. Donc, en fait, je décide d'écrire un livre sur Nagios. Donc là, vraiment, je le décortique en entier. Donc, je trouve un éditeur et 2000, le livre, il a pris quoi 6 mois pour être écrit, grosso modo. C'est vraiment 6 mois. Il passait toutes les soirées et tous les week-ends. Madame était ravie. Et donc, au bout de 6 mois, le livre sort. D'ailleurs, j'ai donné le manuscrit le jour où mon premier enfant est né. Donc, ça a été une journée assez folle. Et donc, le livre sort, le livre est très bien reçu et pas mal, pas mal de bons retours. Et en fait, en écrivant le livre, vu que j'ai creusé vraiment le sujet Nagios, donc comment, en fait, Nagios répond à la question, comment savoir si ton système informatique, que ce soit la partie hardware, la partie, les applis, fonctionne ou pas. Vraiment, basiquement, c'est vraiment la problématique de supervision, c'est ça. Surtout, si ça tombe, il faut savoir pourquoi et prévenir les bonnes personnes. Voilà, c'est un petit peu le grand sujet. Il ne faut pas avertir trop. Enfin, voilà, après, il y a un milliard de petits sujets parce qu'on n'a pas envie de spammer tout le monde. Donc, en écrivant le livre, j'ai vu que je commençais un petit peu à le voir aussi au travail. Euh, la partie performance de l'outil, c'était pas ça. Le Nagios, il a été conçu en 1999, à l'époque où les serveurs, ils avaient qu'un seul CPU et puis c'est parti, quoi. Sauf que là, 2009, on commence déjà à avoir pas mal de cœurs dans les machines et il ne sait pas les exploiter, donc il est assez limité. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas non plus faire le côté distribué. Moi, en fait, par exemple, j'avais des serveurs qui étaient en Chine et pour le travail, et le lien était vraiment mauvais. On perdait vraiment beaucoup de paquets. Donc, en fait, il y avait besoin de faire la supervision directement depuis la Chine pour toutes les vérifications et juste récupérer le résultat. Et ça, Nagios, il était vraiment pas fait pour ça. Donc, je me dis, tiens, j'avais déjà fait un ou deux petits fixes à l'intérieur de Nagios à l'époque, donc avec les codés en C. Donc, je me dis, je vais essayer deux, trois idées pour voir si d'un point de vue de développement, ça fonctionne. Donc, je teste. Je teste dans Nagios et là, je m'aperçois, cette partie-là du code n'était pas très jouable. Donc, je me dis, je vais faire un petit POC à côté. Et puis, je prends un langage
plus facile le Python pour développer le truc. Là, bon, bah, je commence à coder, les idées fonctionnent bien, j'ai pas mal de performances, j'arrive à faire le côté distribué, et en fait, assez rapidement, bah, je me retrouve en fait à coder quasiment une grosse partie de Nagios. Donc là, je me dis, bah, ok, bah, le truc marche bien. Bon, bah, maintenant, je fais quoi? Soit en fait, je reprends mes idées en Python et je galère à les porter en C dans le cadre de Nagios, ou alors je propose directement bah, que les deux projets mergent avec le fil du temps entre C et Python, ça peut très bien se mélanger. Je propose ça donc en 2009 aux auteurs de Nagios. Bon, je me fais envoyer balader parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'un nouveau langage. Pourquoi pas? Et moi, je me dis, bon, bah, c'est quand même dommage de perdre tout le code parce qu'il y avait vraiment des vrais gains de performance. Donc, bah, je lance mon projet. Donc là, c'est vraiment, bon, bah, moi, à l'époque, j'étais juste, d'un point de vue open source, j'étais un consommateur, j'utilisais les outils, je faisais quelques petites contributions par-ci, par-là, mais je ne m'étais pas impliqué dans des communautés. J'étais pas, voilà, j'étais plus consommateur. Et pas là, je fais, bon, bah, allez, je ne veux pas perdre ce code-là, je le mets, et puis bah, il me faut des utilisateurs. Donc, bah, j'en fais un article dans Linux Mag, et là, paf, plein d'utilisateurs arrivent. Cool. Et bon, bah, le truc commence à prendre. Et puis, en fait, en plus des utilisateurs qui viennent, j'ai quelques contributions, des contributeurs qui viennent, qui me filent des pages, des trucs comme ça. Et c'est sympa, j'y prends goût un petit peu Enfin, en fait, j'avais créé une sorte de. Enfin, j'avais créé une communauté sans trop le vouloir au départ. Bon, bah, c'est parti, quoi. Et donc, en fait, assez rapidement, on s'est retrouvé à pas mal de monde à améliorer Shinken, à pousser pas mal d'idées. Donc, moi, j'étais là pour essayer de, de chapeauter dans les grandes lignes. Donc voilà, tout le monde pousse à peu près dans le même sens, donc ça va, j'ai pas eu trop de travail. Et donc, arrivé 2011-2012, on fait des articles sur Shinken, je fais des conférences, enfin, j'essaie de le faire savoir, quoi, que, bah, attendez, il y a un truc qui marche bien qui est là, essayez-le, quoi. Et arrivé courant 2012, en fait, il y a des grosses sociétés qui commencent à utiliser la version open source. Et bon, bah, il n'était pas facile à mettre en place. C'est clair, Shinken, c'est vraiment un moteur, un gros moteur. À le mettre en place, c'était pas facile. Une fois que c'était mis en place, bon, bah, le truc il roule, il a vraiment beaucoup de temps. Mais l'installation, la configuration. Tu étais toujours en poste à ce moment-là? Exactement. Là, j'étais vraiment full time admin. Donc en fait, il y a des sociétés qui viennent me voir, des sociétés de services ou des utilisateurs ou des sociétés finales, et qui me demandent oh, bah, est-ce qu'on peut avoir du support et puis surtout une version bah, avec des interfaces, parce que là, c'était surtout le moteur. En fait. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment une interface unifiée. Il n'y a plus qu'à lancer, c'est parti. Quoi. Le moteur, ça ne les intéresse pas trop, sauf s'ils sont bloqués. Mais voilà, ce qu'il leur faut, c'est une jolie interface et puis un truc qui soit simple à utiliser tout simplement. Et Shinken, c'était tout sauf simple. Donc, voilà, on en arrive à donc, 2012. Donc là, le projet a quand même une certaine notoriété. Mi-2012, on se met à plusieurs et on écrit un hors-série dans Linux Mag qui a vraiment eu beaucoup de succès. Il y a un moment, c'était carrément la référence en termes de doc. On avait tout mis dedans. C'était vraiment, bon, voici le gros tuto Shinken, prenez-le, ça marche. Ça, je confirme parce que ça m'a servi. Donc, ce hors-série-là m'a servi dans mes anciennes boîtes à mettre en place Shinken. Donc, ouais. totalement. Ah, mais on m'en a beaucoup parlé après en disant ouais, bah nous, on a suivi ça a marché. Ah, nickel, c'était le gros tuto, c'était très bien. Et donc, en fait, arrivé là, donc il y a des sociétés qui me demandent. Puis moi, j'étais simple admin. Donc, je me dis, bon, bah, je commence en fait sur Bordeaux et sur plus précisément Pessac. Il y avait deux structures. Une structure qui était orientée open source et une structure qui était là pour les startups classiques, pour les sociétés, et les sociétés plus classiques, numériques, pour dire, bah, vous êtes un porteur de projet, venez chez nous, on vous explique comment ça marche pour vous lancer, on vous fera connaître auprès de la région, il y a des places en pépinière, enfin voilà, il y a tout un écosystème pour aider à se lancer, qui est vraiment, c'était génial, parce que parce que moi, je connaissais rien, quoi, j'étais juste un admin technique, et moi, le commercial,
rien du tout, quoi. C'était vraiment, je ne savais pas du tout comment faire. C'était vraiment pas mon monde. Moi, les commerciaux, je les aimais pas, tout simplement. En tant qu'admin, en général, ils me mentaient en réunion, donc c'était pas mes potes. Donc, bref. Et donc, grâce aux structures d'aide, donc il y a la structure qui s'appelle Akinetic, qui maintenant s'appelle Naos, qui est là pour aider sur la partie open source, parce qu'à l'époque, il fallait bien voir que les projets open source, surtout d'un point de vue pour se faire connaître sur la région par rapport à BPI, pour avoir des financements, c'était pas connu du tout. C'était en fait, voilà, Shinken a été le premier projet open source en fait à se faire connaître au point de vue de la BPI. Et donc, ça, plus la structure qui nous aide sur les startups un peu plus classiques, aussi comment on se lance, etc. Donc, 2012, donc, je commence à voir comment est-ce qu'on crée une société. Donc, tout ça, ça va prendre grosso modo une année. C'est vraiment le timing pour voir, bon, bah, j'arrive, comment ça marche, qui m'explique un peu les différentes solutions. Et donc, au bout de quelques mois, en fait, je décide de passer à 3/5 au sein de ma société. Donc, j'avais 2/5 de temps pour monter la société, faire monter un business plan, voir un petit peu ce que j'allais proposer, etc. Et pour également trouver un co-porteur de projet, parce qu'en fait, clairement, on m'a fait comprendre que moi, étant juste flagué technique, malheureusement, auprès des institutions, auprès de la région, auprès des pays, ils étaient contents de me voir, mais ça les rassure pas parce que je ne connais rien au métier, au business tout simplement. Donc il fallait un co-porteur de projet qui était plus orienté business. Donc heureusement, je l'ai trouvé début 2013. Donc là, on monte le business plan, on monte ce qu'il faut. Et ça y est, je me lance vraiment à fond mi-2013. Donc en fait, entre le début où j'ai regardé comment monter une société et au moment où je lance la société, il a fallu grosso modo un an. Sachant que j'étais qu'à 2/5 pour faire tout ça. Parce que monter le business plan, voir se faire connaître des différents. Parce qu'au début, en fait, on était financé par la région, tout simplement. On avait des financements publics, tout simplement. Tout ça, ça prend vraiment du temps. Surtout, en fait, chacun va demander son propre dossier, chacun a son propre formalisme, ça prend énormément de temps. Et en fait, même après avoir monté la société, donc mi-2013, j'étais encore la tête dans les dossiers. Pourtant, c'était mon activité principale pendant encore au moins 6 mois. Donc, pendant mi-2013 jusqu'à début 2014, j'étais une grosse partie de mon temps, c'était monter des dossiers pour avoir des financements, se faire connaître de la région, et puis aller voir des clients potentiels. Et une petite partie du temps, c'était pour créer l'outil, parce que, ce que les clients voulaient, c'était, ok, tu as le moteur, mais maintenant, il faut toute la carrosserie. Donc, il faut une interface de visualisation qui soit jolie et claire, et surtout une interface de configuration. Et alors, les interfaces, je les ai fait assez rapidement. Bon, avec le recul, je les ai fait trop rapidement. Voilà, après, j'avais pas le recul nécessaire malheureusement pour ça, donc j'ai pris beaucoup trop de raccourcis à l'époque et j'avais pas des masses de temps. Mais au moins, j'ai pu montrer à des prospects et aux financeurs. Donc voilà, si grosso modo, l'outil il est là. Il y a des clients, des gros clients qui nous ont suivis dès le début. Là, en fait, on a eu vraiment de la chance. En fait, il y a le ministère des Armées qui utilisait déjà en fait la brique open source à l'époque et qui nous a dit bon c'est parti, on vous fait confiance. Nous, ce qu'on aimerait dans une interface de visu, une interface de configuration, c'est ces fonctionnalités-là. On vous prend une licence et puis c'est parti. Dites-nous quand est-ce que ça sera disponible. Donc à partir de là, c'était parti. On a commencé, on a embauché tout simplement. Donc là, j'ai dû commencer à gérer une équipe, ce que j'avais jamais fait, et que in fine, c'était pas mon truc, mais bon, ça malheureusement, je ne le savais pas encore à l'époque. Donc, on commence un petit peu à développer tout plein d'interfaces, tout plein de modules pour ça. Et c'était parti. On avait une version installable qui n'était pas super jolie parce qu'au début, c'était moi qui faisais le design.
Et bah, c'était ce que c'était. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'ensuite, après, on a pris des designers, hein, parce que c'est un métier. Hein, faut pas croire, il faut pas se moquer. C'est un vrai métier. On peut pas. Voilà, c'est pas juste faire joli. Hein, c'est vraiment que l'interface soit pensée, soit cohérente. Rien que le placement des boutons, c'est pas si simple en fait. Hein. Voilà. Moi, venant du monde back-end et des moteurs, enfin, où je faisais des tuyauteries dans les moteurs, bah ouais, c'était un autre monde, quoi. Donc, bon, bah, heureusement, ensuite, après, j'ai embauché des personnes pour le faire, et puis le problème s'est réglé, quoi. Moi, j'avais plus besoin de le faire. Et Le c'est là, je dis, maximum ah oui, là, c'est d'UI quand que même tu as plus joli. connu, le maximum d'UI que tu as connu, c'est la ligne de commande. Donc, on peut pas faire plus sommaire. Bah, c'est ça. Ouais, mais efficace. Mais bon. D'ailleurs, après, voilà, bizarrement, mes clients, non, eux, ils voulaient des interfaces bah, plus claires, plus finies, simplement, plus utilisables. Donc, là, on livre à quelques gros clients comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'au départ, bah, en fait, j'avais suivi les mêmes systèmes qu'en open source. En open source, bah, tu vas suivre un tutoriel, tu vas installer différentes dépendances, et puis c'est parti, ça s'installe. Le problème chez les gros clients comme ça marche pas du tout comme ça. Eux, c'est absolument pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment la première claque que je me suis pris à ce moment-là. C'est OK, toute la partie installation, il faut l'automatiser à fond parce qu'en plus, par exemple, bien souvent, ils sont sur des réseaux isolés. Donc, bah, tu peux leur dire, bah, il faut telle dépendance. Eh ouais, mais on ne l'a pas. Donc, en fait, il faut que dans ton paquet d'install, il y ait tout déjà à l'intérieur. Il faut juste qu'ils prennent, ils lancent un script. Il faut que tout se mette en place. Et ça, en fait, ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de dépendances. Il y a la base de données, la base time série, pas mal de confs, pas mal de cas un petit peu à gérer. Puis en général, leurs serveurs sont assez sécurisés, assez blindés, donc il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire. C'est pas si facile. Donc, on a fait l'installeur. OK. Ensuite, après, on leur livre. Puis là, en fait, on voit que leur usage, avant, l'outil, il était pensé pour des experts, par des experts. Et c'était pensé mode fichier plat. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent, de quelle manière ils vont pouvoir architecturer leur configuration, etc. Et le problème, c'est que les gros clients comme ça, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la facilité. Ils veulent vraiment du pré-mâché. Ils veulent juste faire clic-clic et que ça marche et qu'ils n'aient pas besoin de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Parce que dans la supervision, c'est pas si simple que ça. Donc, il fallait déjà arriver avec quelque chose pensé pour eux. Et après, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, donc c'est là où c'était un petit peu compliqué. Donc, il y a eu un énorme travail, donc déjà pour l'installation, et ensuite pour l'intégration et le fait que ça soit facile à mettre en place, que ça soit digeste, parce qu'ils arrivent un petit peu à comprendre les différents objets, donc il y en a certains qu'on a renommés, etc. Et, et donc, en fait, on arrivait à un moment où, en fait, ça faisait quasiment au moins 2 ans, je pense, où, en fait, le moteur, je ne touchais plus, parce que le moteur, en fait, lui, il marchait déjà bien. Et en fait, on faisait juste tout ce qui y avait autour, en fait. Et, et, et c'est là où moi, je me suis dit, mais en fait, je travaille plus du tout sur le moteur. En fait, le moteur, je n'y touchais plus, vu que de toute manière, il marchait pour ce qu'on faisait, et il fallait faire tout ce qu'il y avait autour. Donc, il y a un moment où justement entre le projet open source et mon travail au jour le jour, en fait, c'était devenu deux choses complètement différentes. En fait, je travaillais pas du tout sur les mêmes choses. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai découvert en fait. Alors, j'ai compris a posteriori qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Et en fait, j'ai une grosse perte de motivation sur le projet open source. Et en fait, parce que de un, en fait, les deux codes commençaient à diverger vraiment assez beaucoup, parce qu'en fait, dans la partie enterprise, il y a plein de trucs qu'on a bloqués parce que c'était trop complexe pour les utilisateurs. Il fallait surtout pas qu'ils tombent dedans, sinon ils n'allaient absolument pas s'en sortir. Donc, les deux ont commencé à splitter au cours du temps, puis au bout d'un moment, c'était trop long de réussir à l'émerger. Et en fait, lorsque le soir, je retournais sur la partie open source, en fait, je retombais sur c'était un code différent. Et en fait, au bout d'un moment, je m'étais là le soir, je fais, finalement, en fait, ça ressemble vachement à mon boulot, en fait, c'est beaucoup moins rigolo, en fait. Et en fait, c'est plus tard que j'ai compris vraiment qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y a deux types de motivation. Il y a une motivation intrinsèque quand on fait les choses, par exemple,
quand on joue à un jeu, par exemple, c'est fun. On y joue pour le jeu. Bah, voilà. Et moi, je développais le soir sur Shinken parce que c'était marrant, parce que c'était fun, c'était une motivation. Développer en tant que tel, c'était marrant. Et en fait, ça, c'était avant. Et le problème, c'est qu'ensuite, après, je suis passé sur une motivation extrinsèque. C'est en fait, tu fais la chose qui n'est pas forcément marrante, mais en fait, tu as une récompense après. Là, typiquement, c'était le salaire et surtout pouvoir payer le salaire de, de mes salariés. Hein. Ça peut être pratique quand même, parce qu'au bout d'un moment, c'était quand même pas mal. Et ça, en fait, ça, c'est une motivation extrinsèque. En fait, ce que tu fais n'est pas marrant, mais tu as une récompense après. Et, euh, et en fait, alors ça, en fait, c'est en lisant un livre en 2019 que j'ai compris tout ça. Hein, je ne l'ai pas découvert moi-même. Et en fait, lorsque tu pars d'une motivation intrinsèque, donc ce qui est marrant en tant que tel, à une motivation extrinsèque où tu es payé pour le faire, lorsque c'est la même chose, en fait tu perds une grosse partie de ta motivation. En fait, la motivation extrinsèque où tu es payé, c'est beaucoup moins efficace que lorsque tu as envie de faire les choses. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, le soir, lorsque je repartais sur la partie open source, ben, en fait, je l'assimilais en fait à mon travail de la journée. Et donc, en fait, c'était plus marrant du tout. En fait, le fun, il s'est complètement éloigné. Et à ce moment-là, en fait, j'avais malheureusement gardé. Enfin, ça, je pense que ça, c'est une erreur au moment où j'ai monté la société. J'avais aussi gardé la main sur la partie open source complètement. C'était vraiment voilà. Parce que c'était pour moi ce que je faisais avant et que c'était le plus logique, quoi. Et le problème, c'est que à ce moment-là, vu que j'avais une grosse baisse de motivation, le projet open source allait beaucoup moins vite. Et donc, en fait, tout le monde attendait un petit peu ce que moi, j'allais proposer, mais en fait, j'avais plus trop envie. Et en fait, avec le temps, en fait, je pense que j'aurais dû filer la main ou en tout cas faire un groupe de gestion à la tête de Shinken à ce moment-là. Parce qu'il faut toujours qu'à la tête du projet, il y ait quelqu'un de motivé, en fait, sur la partie open source. Il faut toujours que ce soit fun pour lui. Bon, ça, malheureusement, je l'ai découvert trop tard. Donc voilà. Donc heureusement, entre-temps, il y a Christophe Simon qui travaille à Dailymotion, qui a vraiment pris, qui a fait le boulot sur la partie open source. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Vraiment, il a fait vraiment du super taf. Donc heureusement, il a carrément bien pallié. Donc voilà, j'arrive à un moment où en fait, finalement, Shinken, c'est devenu mon travail et c'est plus du tout un hobby. Voilà, pour un hobby, finalement, pour m'amuser, en fait, j'ai développé un autre petit outil juste pour tester des algos. Et chose que j'ai découverte aussi, là où avant, je m'exprimais beaucoup sur mon blog, sur Twitter en public, quoi. Là, dès que tu es à la tête d'une société, en fait, tes concurrents, dès que tu parles un petit peu en public, quoi, ils vont prendre tes mots, ils vont les trifouiller et ils vont essayer de te faire dire ce que tu n'as pas dit. Et je me suis retrouvé comme ça une fois avec l'île de l'or. Voilà, ils ont complètement détourné ce que j'avais dit. Et en fait, ça m'a coûté 3 semaines à temps plein à essayer de réparer leurs bêtises en essayant de dire aux clients, non mais vous inquiétez pas, non, c'est juste factuellement faux, quoi. Voici la source, c'est absolument pas ça que j'ai dit, quoi. Donc bref, à partir de cette époque-là, donc Finken, c'était plus trop fun dans la partie open source. Et il faut voir qu'au moment où vous êtes l'image d'une société, il y a plein de trucs que vous ne pouvez plus dire, tout simplement. Parce que sinon, il faut penser aux conséquences après. C'est comment ça va être interprété, et surtout, partez du principe que vos concurrents vont l'interpréter de la manière que ça les arrange eux. Et donc, en fait, in fine, en fait, je me suis vachement limité et je parlais quasiment plus. Enfin, mon blog, je l'avais complètement arrêté. Et Twitter, je limitais vraiment ce que je disais, quoi. Ce qui m'a quand même coûté au fil du temps parce que moi, j'aimais bien écrire, dialoguer, machin. Et malheureusement, voilà, ça, c'est un point à savoir. Lorsqu'après, vous êtes l'image d'une société, il y a des trucs, vous ne pouvez plus parler comme vous voulez avant, quoi. Donc, une petite question juste sur ça. Si tu étais tout seul, c'est-à-dire là tu parles d'être l'image d'une société, ok, parce que tu as des salariés derrière. Mais imagine que si tu étais tout seul, est-ce que tu aurais eu la même envie de te brider ou pas? Alors je pense pas, parce que là le problème c'est que si par exemple je fais couler la société ou je perds un super gros client à cause de ce que j'ai dit, moi j'ai 15 personnes qui perdent leur emploi.
Et ça, mine de rien, c'est aussi quelque chose à voir, c'est que, ok, moi, de toute manière, je ne pouvais pas juste, pour monter un éditeur, je ne pouvais pas partir tout seul. Je ne voyais pas comment faire. Donc, bon, pour moi, c'était pour ça que la structure de société avec des développeurs pour m'aider, parce qu'on n'est principalement que des développeurs, c'était la plus utile. Le problème, c'est qu'il faut voir que ça vient aussi avec une grosse responsabilité parce que à chaque mois, il faut payer les salaires. Il faut pas être en retard. Donc voilà, en étant tout seul, je pense que j'aurais pris beaucoup plus de risques parce que là, à la limite, c'était moi qui assumais et je pouvais dire directement au client, puis s'il fallait, bon, voilà. Sauf que là, non, là, malheureusement, j'ai embarqué avec moi beaucoup de monde juste pour parler à titre personnel. Voilà, c'était un petit peu, c'était trop risqué. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, est-ce que plus tard, voilà, est-ce que vous pourrez, posez-vous bien les questions. Ok, je vais dire ça. Bon ok, quels sont les risques? Voilà. Les risques en termes d'image, voilà. Donc, bon, heureusement, voilà. Donc moi, in fine, bon voilà, j'avais perdu mon hobby, mais au moins j'étais à la tête d'une société, à un éditeur qui progressait de plus en plus. Et autre chose que j'ai découvert, parce que moi en fait avant j'étais admin, j'étais pas développeur, c'est que quand on développe seul, on va très très vite. Mais alors on n'a aucune pitié, on fonce tout droit, on a juste besoin de se mettre d'accord avec soi-même, donc ça va. Mais dès qu'on est dans une équipe de 10-15 développeurs, en fait, ce qui compte, c'est pas la vitesse du développeur en tant que tel, c'est la vitesse de l'équipe en fait. C'est à quelle vitesse est-ce que l'équipe peut fournir le logiciel. Et là, le problème, c'est que il faut malheureusement, après, il faut communiquer, donc ce qui n'était pas forcément mon point fort sur la partie technique pour communiquer au sein d'une équipe, c'était pas du tout mon truc. En tant qu'admin, j'en avais pas forcément eu besoin. Et là, malheureusement, en tant que développeur, il faut communiquer tout le temps. Et donc, en fait, la gestion de tickets, la communication, prévenir les autres, on ne peut pas faire juste le petit dev, il faut prévenir tout le monde à chaque fois. En fait, moi, j'ai eu une impression de ralentir fortement, en fait. Vraiment, par rapport à l'époque où je développais tout seul, j'avais l'impression d'être 10 fois plus lent. C'était vraiment assez énervant. Et en fait, oui, au sein d'une équipe, pris unitairement, un développeur sera plus lent que si, en fait, il est tout seul. Sauf que ce qui compte, c'est la vitesse des 15 personnes cumulées. Et ça, malheureusement, moi, j'ai vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à digérer parce que je connaissais la vitesse où on allait tout seul. Donc, forcément, moi, je faisais la comparaison avec ça et j'avais moins l'impression d'aller vite, moi, à titre personnel. Bon, heureusement, l'outil avançait, mais c'est quelque chose qu'il a fallu digérer. Et ça, vu que moi, j'étais admin et pas développeur, ça, je l'avais jamais. Moi, je le savais pas, quoi. Donc, je l'ai découvert un petit peu comme ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au départ, sur la version open source, on allait très vite. Et là, le problème, c'est que vu qu'on avait les grands comptes, en fait, ils ont leur propre. Là, c'est vraiment spécifique au marché grand compte. Ils ont leurs propres contraintes. Donc, ils ont vraiment leur process. Donc, ils peuvent pas mettre à jour quand ils veulent. S'ils mettent à jour 1 ou 2 fois par an, c'est le grand max. Et donc, en fait, il y a plein de choses. Ils sont aussi très, très attachés à toute la partie documentation, tout ce qui est autour du code, en fait. Et au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit qu'au moment où on est éditeur, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour du code. Alors, le code en lui-même, limite, c'est le dernier des soucis, en fait. C'est rarement un problème. Et par rapport à la vitesse où je m'étais imaginé qu'on allait pouvoir développer l'outil, par rapport à ce que je comparais avec les vitesses où j'étais avant sur la partie open source, en fait, un éditeur va beaucoup moins vite, en fait, parce qu'il a beaucoup plus de contraintes. C'est des choses qu'on n'imagine pas, surtout des contraintes avec des gros clients. Là, il y a le moindre truc prend plus de temps, quoi. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut réussir à digérer. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans, je ne savais pas du tout. Parce que moi, je travaillais comme éditeur, comme admin et pas comme développeur. Donc ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais travaillé chez un éditeur en tant que développeur. Donc voilà, ça, c'est entre partir de l'open source et monter un éditeur, voilà un petit peu les grandes leçons que j'aurais bien aimé connaître il y a 10 ans. Donc, ce qui fait que là, bon, après, la société continue. Hein. Moi, c'est juste, voilà, moi, à titre personnel. Alors, après, voilà, maintenant, la société est développée et, moi, voilà, j'avais fait grosso modo le tour de ce que, moi, ma spécialité, c'est que bâtir les fondations. C'est pas forcément la dentelle, c'est pas forcément mon truc.
Et là, le problème, c'est que les fondations, bah, elles sont prêtes, quoi. Je veux dire, enfin, le taf, il est fait. Et donc là, voilà, il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, bon, bah, allez, il est temps. En plus, on avait fait une levée de fonds en 2016, et donc c'était le moment où notre investisseur allait vendre ses parts en 2021-2022. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Là, la société, bah, ils sont tous formés à l'intérieur, ils sont même meilleurs que moi sur beaucoup de morceaux de développement. Donc bah, allez-y, prenez les rênes, puis moi après, je vais aller faire autre chose. Donc là, ça y est, alors, ça a pris, grosso modo, la vente d'une société comme ça se fait pas comme ça et ça prend à peu près 1 an, grosso modo. Donc là, ça y est, fin d'année, la société a été rachetée donc, par le groupe qui s'appelle Adservio, donc qui est vraiment, enfin, c'est vraiment des spécialistes de la perf, de l'observabilité. Donc là, le match va être va vraiment cartonner, ça va être génial. Ça va lever plein de freins parce qu'en fait, il faut voir que en tant que petit éditeur, parce qu'on est quoi, on est une quinzaine, il y a plein de grosses sociétés qui nous disaient, mais ok, votre outil il marche, mais vous êtes qui, quoi? Enfin voilà, vous êtes trop petit. Donc là, le fait maintenant d'être adossé à un grand groupe, là, ça va ouvrir plein de voies. Donc pour la société, ça va être vraiment, c'est une jolie voie qui s'annonce, quoi. Donc voilà. Donc au final, donc là, d'ailleurs, je vais partir de la société au moment où elle aura 10 ans. Comme ça, au moins, ça sera, ça sera l'occasion de péter ça. Donc, non, c'est quand même 10 ans où j'ai énormément appris. Il y a plein de choses que j'aurais bien aimé savoir à l'époque sur vraiment le métier d'éditeur en tant que tel. Euh, mais voilà, après, il faut voir que j'ai eu de la chance parce que bah, j'avais déjà un moteur qui était prêt. Donc ça, c'était cool. Que surtout, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Moi, je sais que les structures d'aide m'ont été, mais infiniment utiles, quoi. Sans aide, j'aurais jamais pu monter tout ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider, à poser des questions, des choses comme ça, parler à d'autres entrepreneurs, hein, parce que bah, typiquement, bah, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir avant de le faire, quoi. Donc voilà, de demander de l'aide, hein, parce que sans ça, surtout si vous avez un profil comme moi très, très technique, il y a plein de choses que vous pouvez juste pas, vous pouvez pas les deviner, quoi. Et puis c'est pas le jour où vous arrivez devant votre bilan comptable qu'il faut dire ah flûte, il faut faire un bilan comptable. Non, non, il faut malheureusement le prévoir un petit peu à l'avance. Donc voilà, c'est le genre de choses. Voilà, faites-vous accompagner. Voilà, si j'ai un truc à dire, faites-vous accompagner. Et voilà, après, bon, bah, c'est pour la partie open source vers éditeur. Bon, bah, il y a plein de choses, voilà, comme j'ai dit, que j'aurais bien aimé savoir. Mais bon, après, on apprend. Écoute, c'était super intéressant pour plusieurs points de vue. Déjà, tu es parti d'un problème que tu avais. Donc, tu n'as pas inventé quelque chose. Donc, tu es parti à l'époque de Nagios. Bah, j'ai fait ça, ça marche pas, c'est pas compliqué, c'est trop compliqué, etc. Tu en as fait un side business. Mieux que ça, tu as fait une communauté, chose qui est super difficile. Déjà, construire une audience, c'est compliqué. Alors, faire une communauté qui se rassemble et qui font des patchs, qui envoient des contributions, etc. Donc, ça, c'est génial. Et derrière, de cette communauté, des gens qui utilisent se disent, bah, OK, bah, je veux un support professionnel. Je veux améliorer le business, voilà. Voilà, c'est ça. Et derrière, donc, c'est de ça que tu arrives à créer ta boîte. Et bah, avec bon, les avantages, les inconvénients, tout ce qui vont bien. Mais c'était parti. En fait, ce qui est super important, c'est que tu es parti d'un problème qui, à la base, était tout petit, entre guillemets. C'est que tu as installé Nagios et de là, tu as fait tout un business. Et donc, je trouve ça super rassurant et encourageant. Parce qu'on se dit, pour monter une boîte, il faut une idée géniale, il faut quelque chose de novateur, innovant, etc. Et en fait, non, juste régler son propre problème. Un problème, quoi. Voilà. Voilà, un problème et on a fait. En fait, voilà. Et en plus, tu vois, c'était un problème que j'avais au boulot. Donc, c'est vraiment des. En fait, au moment où tu arrives à trouver un problème que tu as au travail, comme tu disais dernièrement, c'est bah, si de toute manière, toi, en fait, tu as ce problème au travail, il y en a d'autres qui vont l'avoir. Donc, si en fait, tu as la solution et que toi, ça te fait gagner du temps, parce que le truc qui est là, c'est est-ce que tu fais gagner du temps aux autres, quoi. C'est vraiment ça. Soit en fait, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas faire la chose, soit en fait, bah, ils ont une solution, mais qui est trop longue et qui leur prend un temps fou. Et voilà, et en tout cas, dans nos milieux à nous, IT,
qui compte, c'est le temps, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'unité numéro un, quoi. C'est clair. On peut pas l'acheter, donc forcément, il faut en gagner d'une façon ou d'une autre. L'histoire dit si ta boîte initiale a fini par utiliser Shinken ou pas? Non, en fait, alors c'était juste avec un concours de circonstances. En fait, il y a un moment, ils ont testé et tout. Et en fait, c'était un moment où j'étais juste sous l'eau. Et donc, j'ai mis 3 semaines à leur répondre à leurs emails. Parce que, en plus, c'était en courant de l'été, c'était pas génial. Plus un partenaire qui a mis aussi un peu du temps. Donc, en fait, ils ont dit, c'est OK, ça marche, mais t'es juste sous l'eau, donc ça va pas, ça va pas coller. Donc, voilà, Ouais. c'était pas le bon moment. Donc, bon, Bah, ils sont tournés sur d'autres outils. on retiendra qu'ils ont quand même fait la démarche et que ça aurait pu se faire modulo Ah les oui, non, événements et voilà. le contexte. Là, sincèrement, ils nous refont la demande dans l'état où on est maintenant. On a tout ce qu'il faut pour que ça roule, qu'on a le service commercial, etc. Enfin, de répondre, de répondant, quoi. Là, maintenant, ça passerait nickel. C'est juste que c'était quasiment au tout début. Et voilà, au début, t'es juste sous l'eau, quoi. De toute manière, tu as déjà du mal. Je te dis, la partie paperasse, vraiment, pour monter les dossiers, pour avoir du financement, nous, en fait, on a réussi à avoir typiquement le ministère des Armées qui nous a financé, mais il a fallu un moment pour faire le contrat, avoir le paiement, le truc comme ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, en fait, tu as quasiment 6 mois, un an qu'il faut que tu arrives à financer. Et moi, en fait, et le deal avec ma femme, c'était simple, c'est OK, que elle, tout ce qui était entrepreneuriat, machin, elle avait eu pas mal de cas dans sa famille où ça s'était pas bien passé. Donc là, typiquement, il fallait voir avec madame avant, c'est au fait, parce que on avait un petit bébé en route, enfin, non, qui était là déjà, numéro 2 qui était en route, et il faut, ok, je vais me lancer là-dedans, quels sont les risques, qu'est-ce que la famille peut prendre comme risque, donc elle avait un poste, un bon poste, voilà, quel est le niveau de risque qu'on prend, donc en fait, est-ce que tu seras jamais là le soir, etc., donc il y a plein de trucs à voir un petit peu avant, de se mettre surtout au raccord, et surtout, donc, moi, je me suis mis en accord avec madame. La règle était simple, c'est OK, c'est clair. Enfin, le but de la société n'était pas là pour gagner des milliers et des cents, quoi. Surtout pas sur un marché de la supervision qui est ultra concurrentiel. Si vraiment je voulais être millionnaire, il ne fallait pas prendre ce marché-là. Mais bon, peu importe. Et le deal avec madame, c'est OK, tu veux faire ce qui te plaît, machin. Par contre, à la fin du mois, il faut un salaire, quoi. Enfin, voilà, c'est le deal, il est là. Et, par contre, le soir, tu es là pour aider pour les enfants. Donc, je devais faire, en fait, monter la société, mais avec des horaires normaux, en fait. Donc, Mm. le deal, au moins, avec madame, il était clair sur la prise de risque et les choses comme ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces contraintes-là, en fait, je les ai données dès le départ, hein, parce qu'en fait, dans la société, au départ, on était deux. Et à mon co-porteur, je lui ai dit dès le départ, voici mes contraintes. Et ces contraintes-là, elles ne sont pas négociables. C'est OK, je pourrais faire des déplacements de temps en temps, machin, mais je ne pourrais pas être tout le temps parti, quoi. Non, non, ça, c'est pas possible. Sinon voilà, le truc ne pourra pas se faire. Donc, surtout, se mettre d'accord, parce que tout le monde a des contraintes, hein, vous pouvez en avoir plus ou moins suivant si vous êtes marié avec des enfants, des choses comme ça. Et c'est normal. Je veux dire, est-ce que vous pouvez, il faut faire avec, tout simplement. Enfin, c'est des contraintes. Mais surtout, n'hésitez pas à les donner aux autres, à vos co-porteurs de projet, à le faire savoir, parce que c'est vos contraintes à vous. Et de toute manière, vous devrez faire avec. Donc, soit en fait, les autres, imaginons que mon co-porteur dit, non, avec des contraintes comme ça, imaginons que non, il ne se projette pas, ça ne va pas le faire, machin. Au moins, on le savait dès le départ. Et puis, dans ce cas-là, je cherche quelqu'un d'autre. Parce que de toute manière, je n'aurais pas pu continuer et, par exemple, tout en partie. C'est pas possible. Moi, ça n'aurait juste pas tenu. Ou alors je disais au revoir à mon mariage. Mais ça, non, hors de question. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses où il faut être au carré avec soi-même. Au départ, c'est jusqu'où est-ce que vous voulez bien aller, être au carré avec vos proches et surtout, n'hésitez pas, lorsque vous avez des contraintes comme ça, à le faire savoir justement au moment dans le monde du travail, quoi, avec vos co-porteurs de projet ou vos différents partenaires. Voilà, parce que de toute manière, c'est quelque chose qu'ils vont voir, ce genre de contraintes. De toute manière, il vaut mieux être clair et dire oui, oui, moi, mes contraintes, c'est ça.
Après, on s'arrange. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a au moins ce cadre-là sur lequel je ne dérogerai pas, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que, au moins, d'un point de vue familial et compagnie, ça, pour moi, j'ai jamais eu de souci de ce côté-là. Parce qu'au moins, le cadre était clair, les règles étaient établies, je savais les risques que je pouvais prendre et là où je pouvais pas prendre, etc. Mais au moins, c'était cadré. Donc, ça paraît naturel, mais en fait, il faut le faire. Et surtout, il faut, limite, écrivez-le, quoi. Écrivez-le pour qu'il soit au clair avec tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être bien long, hein, mais au moins, c'est fait. Ouais, non, en fait, c'est super important parce que c'est quand ça va bien, tout le monde est content. C'est quand ça va mal que là, les personnes qui restent, ce sont tes proches. Donc, si déjà la relation est saine et sereine et tu as un support inconditionnel, je trouve que ça, c'est super important. Et je pense que c'est un prérequis, en fait, parce que ton aventure impacte bien malgré toi les gens autour de toi. Et ça, c'est indéniable. Et donc, comme ils sont impactés, ils doivent faire partie de la décision d'une façon ou d'une autre. Et donc, ouais, non, c'est un super conseil, en fait, hein, de toujours prendre le temps de se mettre au carré. Et après, bah, toi, comme tu es carré, tu sais ce que tu veux. Bah, quand tu as besoin de recruter ou de trouver un confondeur, etc., bah, c'est beaucoup plus simple parce que tu as déjà mis tout au clair. Et après, ça fait la base d'une relation sincère et authentique avec les différentes personnes avec qui tu travailles et ce qui déploie beaucoup d'énergie au final. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Non, clairement. Là, par exemple, moi, vas-y. Ouais, dis-moi. Moi, à titre d'exemple, par exemple, la solution de facilité aurait pu être, par exemple, de rester dans la société en termes de salaire, de choses comme ça. Mais madame, par exemple, m'a dit, bon, bah là, je vois qu'en gros, tu t'ennuies, tu fais pas forcément ce pourquoi t'es fait, quoi. Moi, je fais pour faire les fondations et passer mon temps sur la documentation qui est utile pour ce genre de gros clients. Limite, la documentation est plus importante que le doc, hein, c'est un peu comme ça. Mais voilà, il y a 1 ou 2 ans, on m'a dit, bon là, s'il faut, change, quoi. Donc voilà, c'est fait. Voilà, donc malheureusement, malheureusement, ça prend du temps. Mais vu que j'étais à la tête de société, j'étais l'image, ça se fait pas comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est aussi quelque chose, faut voir que c'est que plus vous faites un truc un petit peu gros, plus en fait il y aura de l'inertie aussi pour en sortir. Mine de rien, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pas si simple que ça. Donc essayez toujours un petit peu de voir un petit peu en avance sur OK, là ça me plaît maintenant. Comment ça va être dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que ça me plaira toujours? Et si vous voyez que bon là c'est rigolo, mais que dans 2 ans machin, prévoyez peut-être déjà comment faire et prévenir les autres. Moi, je pense que j'ai prévenu un petit peu trop tard les personnes autour de moi, d'un point de vue professionnel, que vraiment, j'avais fait le tour. Voilà, typiquement, là, j'aurais peut-être dû prévenir un petit peu plus tôt. Après. Ok, ouais, quand tu sens que ça commence à ne plus être aligné avec ce que tu fais, c'est toujours bien ça. Ouais. de commencer à en parler. Ça peut t'aider à y voir un peu plus clair, peut-être. C'est ça, mais en fait, j'ai essayé, comme d'hab, de prendre. Parce que moi, je suis plutôt du genre introverti vraiment plus même. Et donc, je suis de base, en fait, à prendre sur moi et puis à avancer, et puis ça. Sauf que, au bout d'un moment, votre vraie nature, elle va revenir au galop, donc vous pouvez essayer de faire. Il y a un moment, il faudra bien vous mettre d'accord avec votre vraie nature. Donc voilà, vous pouvez le faire pendant un moment, mais si à un moment vous vous retrouvez à faire des choses que vraiment c'est pas votre truc, sachez qu'au bout d'un moment, vous allez beau faire, vous allez quand même devoir faire autre chose. Donc, faut le prévoir. Voilà, c'est aussi le genre de choses. C'est qu'est-ce que j'accepte de faire, jusqu'où, pendant combien de temps. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut se poser des questions. C'est rigolo parce que ce que tu racontes là à l'échelle d'une société, c'est-à-dire que tu étais le patron d'une société et tu arrives à tourner en rond dans ta société. Moi, je l'ai vécu, mais pas à l'intérieur de mon job. Et j'ai des amis qui sont dans l'IT qui ont fait la même chose. Et on a eu tous les mêmes réactions, c'est-à-dire dire, OK, je vais prendre sur moi encore un ou deux et ça va passer. Et au final, ça passe pas, on voit bien. Et donc, il y a toujours quelqu'un d'extérieur qui te dit, non, mais stop, là, t'es en train de pousser, ça sert à rien. Et c'est rigolo parce qu'on a tous un peu moi, j'ai un peu la même carrière que toi dans l'IT, sur la partie admin 6, etc. J'ai des amis qui sont admin 6 et on a exactement le même comportement. Donc, je pense que ceux qui nous regardent
s'ils sont admin 6 Ouais. ou informaticiens de façon générale, on a exactement la même façon de penser. Et c'est rigolo de voir ce schéma se répéter définitivement. Et ben justement, sur cette notion-là, tu as dit tout à l'heure qu'à un moment donné, en 2019, tu avais lu un livre et ça t'a appris la motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc, c'est ça. Moi, j'attachais un peu avec un peu du dev perso. Est-ce que après coup, tu te dis qu'en tant que… Alors, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, etc. Si tu avais eu accès à ce genre de livre un peu plus tôt, où tu avais initié ces sujets-là de dev perso au sens large un peu plus tôt, ça t'aurait aidé peut-être à passer certaines étapes ou à faire différemment. Ouais, alors déjà en fait, est-ce que ça m'aurait aidé à changer fondamentalement les choses en disant bon bah attention là tu es en train de changer de motivation machin, est-ce que j'aurais pu lutter contre? Je pense pas. J'aurais pas pu lutter contre les faits tout simplement. On ne peut pas trop lutter contre ça. Par contre, ça moi j'aurais pu voir un petit peu parce que moi en fait je l'ai vécu ce manque de motivation et pour moi c'était ma faute, c'était moi qui pourquoi je suis plus motivé machin. Pourquoi? Enfin, voilà, c'est pas logique, c'est pas normal, c'était mon truc. Pourquoi est-ce que le soir je veux pas m'y remettre, etc. Donc c'était pas bien, quoi. Et, et en fait, c'était avec le temps où bon bah j'ai vu que bah non, malheureusement, bah, j'avais déjà fait les fondations, les machins, bon, bah, voilà. Et, et en fait, en l'ayant, si en fait j'avais pu le comprendre, parce que moi je le vivais, mais je le comprenais pas. Voilà, je posais pas de mots dessus, puis je me posais pas non plus la question comme ça en disant bon, bah, ok, t'es plus motivé, pourquoi? Non, pour moi c'était pas bien, mais je me posais pas forcément la question de pourquoi. Alors que maintenant, en ayant lu ce genre de livre de développement personnel, parce que c'est grosso modo le sujet, en fait, tu peux plus déjà identifier chez les autres, mais aussi chez toi, même si c'est un peu plus compliqué, ce genre de choses. Et au moins, tu te dis, ah attention, je vais dans telle direction, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en fait, si ça continue sur cette pente-là, ça va donner ça. Donc dans ce cas-là, je peux prévoir ça. Et là, typiquement, sur le projet open source, j'aurais donné les rênes beaucoup plus tôt, limite au moment où j'ai monté la société. J'aurais dit, bon, bah, on fait un groupe. Attention, moi, je suis plus neutre dans mes décisions, dans ma motivation, machin. Donc, attention. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me. Parce que, alors, ça c'est quelque chose que j'ai fait au sein de nos sociétés. C'est pas parce que j'étais le patron et que j'avais le sceptre que je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais, personne ne pouvait rien me dire. Mais j'ai toujours demandé aux personnes, si en gros je dis de la merde, mais dites-le moi, quoi. Voilà, c'est même techniquement, même si je propose quelque chose, j'ai beau connaître tout le truc, bah, je peux me tromper. Donc n'hésitez pas à me le dire, quoi. Et est-ce que si en fait tu le dis pas, bah, il y en a plein en fait qui osent pas, c'est normal. C'est leur patron. Donc bah, ils vont pas aller contre leur patron, ils vont appliquer. Et ça aussi, c'est un truc où en fait, au départ, bah, je me méfiais pas. Et c'est un truc que j'ai découvert, c'est qu'en fait, bah, on appliquait ce que je disais, mais directement, sans trop se poser de questions. En fait. Vu que c'était moi qui l'avais dit, bah, il fallait le faire. Et bah, non, il y a des moments où c'est comme un collègue, lorsqu'il va dans mauvaise voie, tu dis, bah, non, là, pas forcément, quoi. Voilà, c'est pas forcément ça. On peut aussi faire de telle manière, machin. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est que si vous êtes, par exemple, un CTO, ou, enfin, vous n'avez pas besoin de PDG, mais si de toute manière vous êtes un manager, il y a des personnes qui vont pas oser vous dire non. Même s'ils savent que c'est bête, qu'ils foncent dans le mur tout droit, ils vont pas vous dire non. Donc en fait, il faut pas hésiter à dire, moi je pense ça. Si je pense que si vous pensez que je me trompais, dites-le moi, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, après, il y a des moments où, en effet, il va falloir dire, OK, alors là, on fonce là. Attention, je vous préviens, il y a un mur qui est juste là. Hein, on risque de se le prendre à la marge. Mais on fait ce choix-là parce que bah, on a telle contrainte, on a telle contrainte de temps, il faut livrer à telle date, machin. Donc oui, on prend ce raccourci, on nettoiera après, etc. Et j'assume. Si en fait vous êtes clair avec ce genre de choses, ça passera. Et voilà. Ensuite, après, faut assumer. Hein. Vous avez fait des choix, vous. Après, faut assumer. Après, c'est votre rôle. Hein. Le truc est là. Donc voilà, il faut faire gaffe aussi que et voilà, pour moi, j'étais PDG, donc là, c'est encore pire, mais même manager, un CTO, des choses comme ça, faites gaffe à ça, quoi. Faut toujours mettre un petit froid. Il ne faut pas forcément être impératif. Sachant que moi, en général, en matière de technique, je dis, bah, c'est comme ça parce que moi, je vois la voix. Bon, bah, la voix, elle est là, on y va. Hein, pourquoi on se poserait les questions? Et voilà, je suis
un petit peu trop direct et directif parfois. Et heureusement, j'ai des personnes autour qui osent me dire, parce que je leur ai demandé, hein, de dire non mais c'est une connerie. Non, il faut pas. Fais gaffe, t'as le mur là. Est-ce que tu es conscient qu'il y a tel mur que ça va avoir tel impact? Et là, tu dis, ah, bon, bah, en effet, oui, en effet, je l'ai vu. Ok, bon, bah, j'assume, on y va quand même. En disant, ah non, ça, en effet, non, ça, en fait, je l'avais pas vu. Oubliez ce que je viens de dire. Voilà. Et ça, il faut pas hésiter à le dire. Parce que c'est pas parce que vous êtes manager que vous avez la science infuse, quoi. Faut pas, même moi, en ayant toutes les connaissances de l'outil du moteur, mais il y a des moments, normal, hein, tu peux pas être parfait. Il y a des moments, tu dis des conneries, et puis voilà. Il faut assumer, faut être clair avec ça, quoi. C'est pas parce que tu es PDG ou manager que personne n'a rien le droit de te dire. Ou alors, Donc, voilà, si en gros vous avez un chef qui est comme ça et qui assume pas après, parce qu'à la limite pourquoi pas, mais ensuite après il assume, hein, c'est sa manière de gérer. Vous faites ce que je dis, puis basta. Mais dans ce cas-là, après, bah, c'est normal qu'il assume ses choix, quoi. Bon. donc là, sur cette partie-là, donc si tu devais reprendre des choses, tu t'aurais peut-être plus formé sur la partie dev perso, mais aussi management, Ouais. gestion d'équipe. Chose que tu n'avais pas forcément de ton expérience précédente et que tu n'as pas forcément vu venir comme étant un problème, parce que un problème au sens large, hein, mais plutôt comme une difficulté que tu allais avoir un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Alors, heureusement, en fait, j'ai assez rapidement vu que le management de personnes au terme vraiment RH, c'était clairement pas mon truc. Moi, en fait, je partais du principe que les personnes étaient de bonne volonté et puis voulaient avancer comme moi, tu vois. Et puis en fait, non, enfin, pas toutes en tout cas. Euh, donc, voilà, donc assez rapidement, en fait, j'ai embauché quelqu'un pour gérer vraiment l'équipe de dev et puis pour défausser. Il y avait un moment où je ne pouvais pas être dans le moteur à avancer, parler aux clients, machin, et gérer l'équipe au jour le jour, donner les priorités, les choses comme ça. Il y a un moment, il n'y a juste pas le temps, quoi, tout simplement. Ça, plus fait de PDG, surtout sur les premières années, il y a beaucoup de choses à faire quand même, de mettre en place. Il y a plein de trucs légaux aussi à faire, hein, de toute manière. Donc heureusement, j'ai eu quelqu'un pour gérer l'équipe des développeurs et qui maintenant, bah, d'ailleurs, gère est directeur général de la société, hein, et qui fait vraiment le taf. C'est vraiment génial. Et donc voilà, moi en fait, assez rapidement, j'ai vu que cette partie-là, ça allait pas être mon truc, ça servait à rien de forcer. Donc, allez, je délègue, je te donne les pleins pouvoirs. Donc en fait, clairement, au jour le jour, lorsque moi je développais, c'était mon chef. J'avais aucune pitié à assumer de dire bon bah, lorsque on est sur un sujet de prod et qu'il faut voir les plannings des machins, si tu me dis tel truc, non, c'est pas prioritaire, machin, c'est toi, il n'y a pas de souci. Et lorsqu'après on retourne au sujet PDG, voilà, après c'est moi qui refais les bilans comptables, les machins, les trucs, voilà. Mais voilà, il faut pas hésiter parce que lorsque vous allez lancer votre truc, vous allez avoir les pleins pouvoirs. Et il y a des moments, c'est pas parce que vous avez les pleins pouvoirs que vous êtes le plus à même de faire les choses. Alors, il vaut mieux essayer de le faire déjà par vous-même au départ, au moins pour comprendre un petit peu le métier, comprendre un petit peu les différentes contraintes aussi. Par exemple, moi, bah, au départ, je faisais un petit peu aussi commercial avec mon associé et j'ai vu que c'était pas si simple que ça. Ouais, que c'est aussi un vrai métier, qu'il y a des bons commerciaux et des mauvais, et que voilà, que c'est quelque chose. Donc au moment où après, où tu recherches un profil commercial, bah, déjà tu comprends mieux son métier et donc tu sais comment le choisir, et tu sais quelle erreur ne pas faire. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc au moment où on lance un projet, on fait vraiment tous les sujets au départ. Vraiment, on gère tout, on gère le marketing, on gère la RH, on fait tout. On gère même la logistique, par exemple, on déménage nous-mêmes le bureau. Enfin, voilà, on fait tout. C'est très rigolo. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas hésiter à dire bon, bah, cette partie-là, je délègue. J'ai compris les trucs. Est-ce que je peux le faire ou pas? Peu importe. Je délègue, je laisse. Et là, sur ces sujets-là, ils sont maîtres. Quitte après à demander des comptes, hein, parce que bah, le PDG peut demander des comptes. Mais voilà, après, si en fait, bah, y a un truc d'expertise, c'est les experts. Quoi. Ouais, c'est en fait
C'est très bien parce que tu fais la transition avec les questions que j'allais te poser sur la partie de délégation, mais aussi, tu as parlé, chose étonnante, tu disais que tu codes aussi, donc tu codais, donc le patron qui descend et qui va se mettre à la place du développeur. Et est-ce que c'était la partie, tu disais aussi un peu avant que la passion et le hobby a disparu au profit du métier. Est-ce que c'était pas aussi ta façon à toi de retrouver un peu de passion dans ce que tu faisais, c'est-à-dire de descendre dans le code, de mettre la main dans le cambouis? Si, parce que en fait, au moment où, par exemple, où il y a des moments, il y avait des vrais des bugs, hein, comme dans tout le programme, et donc il fallait trouver parmi tous les. Parce que là, on a vraiment un système qui est distribué. Et il faut savoir, attends, tel démon, il va parler à tel autre de manière asynchrone, etc. Donc en fait, il faut faire toute la carte mentale du truc. Et moi, trouver. Ça, c'est mon truc d'admin. J'aimais bien essayer de fouiller pour trouver où est le problème parmi tous ces liens, tous ces trucs-là. C'est attention, lui, il parle en synchrone, lui, par contre, il parle en asynchrone, t'as des machins, t'as des trucs comme ça, il pense. Oui, mais si là, je perds le lien à ce moment-là, etc. Toutes ces exercices-là, c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'aime bien, en fait, débugger, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Et ça, c'était les moments où, justement, où je prenais vraiment du plaisir, quoi. Et donc, oui, cette partie-là, heureusement que je l'avais encore, parce que c'est quelque chose qui me plaisait encore, quoi. C'est vraiment, voilà. Ensuite, après, il y avait toute la partie où, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, au moment où tu as des clients qui sont assez importants avec leurs process, leurs choses comme ça, bah, tu as beaucoup de paperasse, mais non, c'est beaucoup de choses pour que eux puissent respecter leur process, que ça soit carré, des choses comme ça, et qu'il faut faire. Et ça, c'était la partie où moi, j'étais le moins à l'aise, même si je savais pourquoi il fallait la faire. J'étais d'accord en tant que PDG, je voyais bien que c'était nécessaire. Mais c'était quelque chose que, au jour le jour, en tant que membre de l'équipe de dev, j'avais plus de mal. Donc, j'étais un petit peu tiraillé entre, je comprends pourquoi c'est nécessaire, donc au moins c'est bien, parce que moi, j'arrive à l'accepter, mais malheureusement, c'est pas du tout le côté fun, quoi. Et il y a un moment, côté fun, moi, en tout cas, pour mon métier, j'en ai besoin, quoi. Il y a un moment où j'en ai besoin. Au moment où la balance fun, pas fun, commence à dévier, c'est là où je me suis dit, faut arrêter, parce que sinon, c'est pas plaisant, quoi. Et puis, c'est pas plaisant pour moi, et puis pour les autres, hein. De toute manière, le truc est là, hein, c'est que c'est pas, en plus, c'est pas là où j'apporte de la valeur, c'est pas ma place, tout simplement. J'ai lu plusieurs personnes dire ça, en fait, que quand ils ont transformé leur passion initiale ou leur hobby initial en métier, ça a été difficile pour plusieurs raisons, mais ce n'est plus une passion. Donc, ça devient un métier et donc le shift a été plus ou moins compliqué. Et donc, certaines personnes ont réussi à trouver d'autres passions et donc de développer d'autres side business qui n'avaient rien à voir avec leur métier principal. Et sinon, d'autres se sont dit, voilà, un peu comme dans ton cas, c'est-à-dire la passion, elle s'est en allée. Le soir, j'ai pas envie de continuer à faire ça. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, tu n'es pas la première personne à dire ça. Et je trouve ça super important d'insister. Parce qu'on entend souvent travailler, faites quelque chose dont vous êtes passionné. Vous n'avez plus besoin de travailler le reste de vos jours. Ça peut être tendance bullshit. Alors, peut-être que je n'irai pas aussi loin, mais en tout cas, c'est un conseil à prendre avec pincette. Faut faire attention parce que si c'était votre hobby avant, lorsque ça devient votre métier, il y a vraiment un shift qui se fait et qui est pas contrôlable, hein. C'est vraiment, vous le verrez plus de la même manière. Donc, en fait, il faut peut-être plus rechercher non pas un sujet, mais plus, justement, moi, typiquement, trouver les problèmes sur les architectures distribuées ou monter une nouvelle architecture. Vraiment, le côté architecture, c'est quelque chose qui me plaît. Et en fait, que je le fasse sur cet outil ou sur un autre, en fait, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, moi, en fait, le soir, je codais un petit agent distribué parce que c'était rigolo et qu'il y avait des problèmes que, justement, l'information, il y en a un tel qui l'a, l'autre, il l'a pas encore. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre d'algo? Et voilà, en fait, c'est plus, voilà, c'était pas forcément la supervision, mais c'était plus qu'est-ce qui me plaisait moi? C'est les problèmes d'archi. Donc, dans ce cas-là, je refaisais de l'archi le soir. Voilà. D'accord, ok. Donc, ce serait ça un peu le secret, c'est-à-dire, il y a eu l'outil, il y a eu comment dire, la manifestation de ce que tu aimais faire, construire, faire des choses distribuées, qui est arrivé à Shinken.
Par contre, derrière, cette motivation interne que tu avais déjà, la passion de faire des architectures, elle doit être nourrie en permanence pour que Ouais, ça ait un intérêt, même une fois que ça devient professionnel, etc., etc. c'est ça. Ok, Ouais, super je pense qu'il intéressant. et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout conscience au départ, quoi, que c'était vraiment cette partie-là qui me plaisait, parce que moi, je le faisais en tant qu'admin, mais c'était rigolo, mais voilà, c'était mon métier en tant qu'admin, mais c'était comme une partie qui me plaisait. Donc voilà, je pense il faut bien identifier quelle est vraiment la partie qui vous plaît, le truc où vous pourriez en faire pendant 80 heures par semaine, il n'y a aucun souci, et où vous n'avez pas besoin de vous limiter. Et voilà, si en fait vous arrivez à trouver ça, voilà. Mais c'est pas forcément la supervision, par exemple. C'est plutôt un truc qui va être dans plein de domaines différents. Et comment est-ce que vous vous calez sur ce truc-là? Et comment est-ce que vous êtes utile, hein, parce que il faut quand même, pour avoir un salaire ou machin, il faut que ça soit utile, tout simplement. Euh, donc, c'est bien si c'est. Voilà. Très bien ça. Il me reste à peu près deux questions, hein. C'est tellement passionnant. Tu parlais de Python. Tu avais choisi Python Ouais. au tout début parce que Nagios était fait en C et que, pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui a motivé en fait le fait de faire du Python au tout départ? Alors, c'était vraiment parce qu'au départ, c'était un POC. C'était vraiment un POC. Et en fait, j'avais besoin en fait d'avoir une brique technique pour avoir un process qui lance plusieurs fils et qui les gère, qui leur envoie vraiment un système de worker tout simplement. Et à l'époque, en C, il n'y avait pas grand-chose pour le faire. Il y avait Apache qui le faisait avec sa lib Apache, qui était vraiment pas facile à faire et enfin qui est pas facile à utiliser en elle-même. Et en plus, à intégrer dans le code de Nagios, cette partie-là était vraiment infecte, quoi. Il y a des parties qui sont bien dans Nagios, mais cette partie-là, clairement, elle n'était pas. Après, il n'était pas développeur, hein, donc je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, en fait, cette partie-là, une grosse fonction de 8000 lignes avec des trucs qui se rappellent. Enfin, non, il fallait pas. Donc, clairement, j'avais essayé pendant 2-3 jours et en C, c'était pas jouable. Euh, et donc, j'ai un ami qui me dit, mais tu veux un système de worker, bah, tu regardes Python, tu as un système de multiprocessing. Ok, j'essaie, j'avais jamais fait de Python. Et j'essaie, et puis la lib, en quelques minutes, ça marche. Et le pire, c'est que vu qu'en fait, d'un point de vue système, je faisais les appels un petit peu différemment du C, bah, Python, si en fait vous faites la même chose en C en Python, vous serez plus lent. En Python, je veux dire, il y a pas photo. La partie gestion d'objets en Python, elle est lente, point barre. Je veux dire, il faut pas tourner autour du pot. On peut faire du gros calcul scientifique, c'est très bien en effet, parce que la couche Python appelée est toute petite et la couche C est énorme. Par contre, dès que vous voulez faire une appli avec, vous faites des classes, vous faites des objets, vous faites des choses comme ça sera lent. Je veux dire, enfin, comparé à d'autres langages, ça sera lent. Il va falloir faire avec, il faut que votre archi le prévoie. Donc, moi, en fait, le Python m'a permis d'aller très, très vite sur le développement au départ, mais surtout qu'en plus, j'étais seul, donc j'avais besoin juste de me mettre d'accord avec moi-même. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas faire plus rapide que développer seul en Python. Je pense que c'est la voie royale pour aller vite. Euh, et vu qu'en fait, les appels système enfin, j'avais optimisé en fait le comportement système, et la couche Python n'était pas embêtante. Ok, elle ralentissait sur certains morceaux, mais les gros pertes de vitesse de Nagios, moi, je les avais pas. Donc au final, le Python était beaucoup plus rapide. Il était plus simple à développer, plus rapide, plus agréable, en place, au passage. C'était parti, quoi. Alors avec les années, il y a certains morceaux qu'on a fait en Python qu'on aurait. Enfin là, avec le recul, on pourrait les faire dans d'autres langages parce que là, on commence un petit peu à taper vraiment sur les limites de Python. Mais il a quand même permis de faire tout l'outil. Donc je veux dire, merci Python, quoi, parce que sans lui, il n'y aurait tout simplement pas Shinken. Je serais pas là. Donc tout simplement, non, voilà, pour un POC, c'est l'idéal. Sur votre domaine, est-ce qu'il faut le garder très longtemps ou est-ce qu'il faut juste faire peut-être garder 95% de Python et 5% d'autre chose? Pourquoi pas? Mais ça, après, c'est un choix de développeur. Et puis après, il faut aussi que l'équipe soit formée, hein, parce que moi, je pouvais partir sur du C, mais là, par exemple, là, ça serait plus compliqué sur du C maintenant. Donc voilà, c'est aussi des contraintes qui sont pas si simples que ça. Et puis, partez bien du principe que lorsque vous faites un code, là, typiquement, il y a des morceaux de code qui ont encore 10 ans. Donc, il faut que ça vive, il faut que ça puisse évoluer avec. Partez pas juste sur une techno parce qu'elle est toute fraîche. Dites-vous, OK, mais dans 10 ans, elle sera encore là, quoi.
Et ça, mine de rien, c'est pas facile à estimer. Et c'est un équilibre. Voilà, il faut pas rester sur des vieilles techno, mais il faut faire attention parce que vous pouvez rester pendant 10 ans avec des briques de base qui marchent. Donc pourquoi les jeter, quoi. Ouais, donc là-dessus, le critère initial, ça a été d'aller vite. Ouais. Donc, tu n'étais pas développeur à la Ouais. base, et donc tu avais besoin de développer. Et donc, tu te dis, OK, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui va bien? Bah, Python, je développe vite, j'ai les bons résultats. Donc, ça me suffit pour l'étape où est-ce que j'en suis. Ouais. Et je verrai un peu plus tard s'il faut changer. Parce que je crois il y a des bouts que tu as réécrits en C, voire en assembleur. Non, je crois que tu avais Alors, en en C. assembleur, non, il y avait des tout petits bouts en C par-ci, par-là. Mais c'est plus à la marge qu'autre chose. La Ouais. majeure partie, ça reste comme du Python. Ouais, mais dans tous les cas, tu aurais pu te réadapter s'il y avait eu besoin, parce que tu avais déjà la preuve de ton concept qui fonctionne, et la techno elle-même n'était pas déterminante pour la suite Voilà. du. Ok. Et surtout, il faut voir que la partie développement techno n'est pas forcément là où on passe le plus de temps, en fait. C'est ce que j'ai découvert avec le métier d'éditeur. Au début, vous montez les fondations, mais au bout d'un moment, ça sera pas forcément le point où vous avez passé le plus de temps, quoi. C'est plus sur la conception, est-ce que les utilisateurs vont bien le comprendre, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, etc. On passe plus de temps, en fait, sur la conception que sur faire les choses. Voilà. Ok, c'est nickel. Bah, dernière question, la suite de Jean. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi? Alors là, Où en est-ce qu'on peut fait, te suivre? alors, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur LinkedIn. Ouais. D'ailleurs, j'ai suivi ta formation et merci parce que je ne voyais pas du tout LinkedIn de telle manière et maintenant je le vois différemment et je vais essayer d'appliquer tes conseils. Donc, merci. Merci beaucoup. Ça m'a été très, très, très utile. J'ai vraiment appris plein de choses que je ne pensais pas voilà, qu'il y avait autant de choses avec LinkedIn. Donc, Twitter et LinkedIn en général, voilà, c'est quand même des bons moyens de me suivre sur mon actualité. Vu que là maintenant je vais pouvoir reprendre un petit peu ma parole sans engager la société, en fait, je vais relancer mon blog tout simplement. Donc, il y a plein de choses que j'ai appris en 10 ans que j'aimerais bien partager. Et là, en fait, j'ai été admin, j'ai été PDG, j'ai été dev. Et la question, ok, maintenant c'est quoi? Et là, en fait, qu'est-ce qu'il y a? T'es admin, tu cherches, enfin, t'aimes bien résoudre les problèmes. Dev, tu sais maintenant comment ça marche. Bon, je pense que DevOps, c'est quand même la voie la plus normale pour moi, parce que j'aime bien tout ce qui est automatisation. Mais au passage, je suis quand même en train de faire un bilan de compétences, en fait, pour essayer de voir justement, je vois à peu près la voie. Maintenant, quelles sont aussi, c'est aussi l'occasion ça fait quelques années maintenant, j'ai 3 enfants qui ont un peu envie. Donc aussi, quelles sont mes contraintes? Qu'est-ce que j'accepterais dans un poste? Qu'est-ce que j'accepterais pas dans un poste? Pour connaître un petit peu mes contraintes et voir un petit peu vers quoi je vais repartir. Donc là, en fait, je suis encore au sein de la société jusqu'à cet été, le temps de faire la transition, d'être sûr que tout est au carré, etc. Et à partir de la rentrée, je vais partir sur autre chose, je ne sais pas encore quoi. Justement, le bilan de compétences va m'aider à voir un petit peu ce que je vois, enfin, je vais rester dans l'actif, c'est le truc que je sais faire, enfin, j'adore ça. Donc, je me vois pas partir dans autre chose. Et ensuite, voilà, c'est plus quelles sont les contraintes que je vais me donner, quelles sont celles que je vais accepter pour voilà, me remettre bien avec un cadre pour voir est-ce que je pars en indépendant, pourquoi pas, parce que maintenant il y a plein de solutions pour. Ou est-ce que je repars dans le salariat? Donc ça va être un peu l'occasion de voir, puis sur quel techno, sur quel sujet. Donc voilà, on va voir au fil du temps. Bon, c'est nickel. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je mettrai les liens de tous tes réseaux en description juste en dessous pour qu'on puisse te suivre parce que moi, ça m'intéresse et de retrouver tes gifs animés sur Twitter. Ah oui, ça, très très important, la communication à base de gifs, même au sein d'une société, c'est extrêmement important. Ça fait passer beaucoup d'informations. Par contre, il faut avoir une grosse base de gifs. J'ai une certaine expérience là-dedans. Mais non, une collection de gifs bien rangée, c'est très très important. Nickel. Très merci beaucoup. Merci à toi et puis, encore bravo pour ce que tu montres, parce que je suis ce que tu fais et puis même moi en tant que PDG, il y a plein de trucs que j'apprends, donc voilà, typiquement LinkedIn. Donc non, bravo. Merci beaucoup.